Sylvie Losberg va donc nous conclure cette journée de recommandations. Cette journée de colloque avec quelques recommandations, pardon. Je fatigue. Non, mon micro. M'y suis attachée, moi. Voilà, merci Catherine, merci beaucoup à tous nos intervenants, merci à vous. Je vais essayer de conclure et de vous proposer quelques recommandations qui seront évidemment à compléter dans la foulée, mais on a entendu Jacques de Rover pour les conclusions de ce matin. On y reviendra rapidement dans les éléments que l'équipe a eu la gentillesse de déjà mettre dans le PowerPoint. Mais sur les questions qui viennent d'être abordées, je voudrais repointer quelques éléments. Le premier, ça concerne l'IVG comme enjeu politique. Et je pense qu'on a compris encore plus finement à quel point les freins et les entraves que le politique met à un droit à l'IVG sont non seulement ancrés dans le code pénal, mais dans les mentalités. Parce qu'on pourrait dire que le code, bah oui, c'est un code, mais en fait, non. On voit bien qu'au niveau politique, c'est un enjeu de gouvernement, mais c'est plus que ça. Dans ce que Michel nous a ramené, on a vu quoi? Qu'au fond, le sexisme d'aujourd'hui, eh bien, en 60, on peut le mettre sous le tapis parce qu'on est plus raciste que sexiste. Et je trouve que cette lecture croisée, racisme, sexisme, c'est quelque chose que l'on doit tenir compte aujourd'hui, dont on doit tenir compte aujourd'hui, et on l'a vu aussi dans les présentations concernant les prises en charge des personnes qui n'ont pas la peau blanche, et d'autres critères évidemment. Alors, retarder l'amélioration de la loi, en Belgique, c'est un fait. Et nous sommes dans un moment où nous espérons que ça va changer avant les prochaines élections. La commission d'évaluation des statistiques de l'avortement vient de rendre son rapport 2020-2021. Les 4 groupes d'experts mandatés par le gouvernement, puisque c'est, on va dire, la procédure que le CDNV a acceptée pour ne pas qu'on dise qu'on met carrément le dossier à la poubelle. Donc on l'a mis dans un frigo, mais on espère qu'il va ressortir, maintenant en tout cas. Et donc on a là un moment politique très important, puisque nous avons à la fois les recommandations de la Commission, et en même temps, nous avons les recommandations des 4 groupes d'experts qui se sont exprimés après plus d'1 année de travail. Et c'est donc des experts qui ont été mandatés par les universités. D'accord ? Donc on est dans le monde académique. Il n'est pas ici question d'avoir une partie de religieux ceci ou de laïcs cela. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question académique. Nous verrons. Les espoirs sont permis, mais rien n'est certain. Voilà. Alors, sur la question de la santé reproductive et sexuelle, c'est vrai que la question de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est très technique, donc pour ceux qui ne sont pas juristes comme moi, bon, je ne comprends pas tout, mais en tout cas, je trouve intéressant de dire que ça passera mieux si on dit la santé reproductive et sexuelle, parce qu'il y aura les hommes dedans. Voilà. Tandis que quand on dit pour les femmes, alors là, si c'est que pour les femmes, ça c'est quand même très embêtant. Et je l'ai remarqué aussi dans la question de la comaternité, parce que des commères, voilà, des comamans, je vais dire, et elles ont des droits davantage que les hommes qui, eux, doivent attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas, les femmes n'ont pas à avoir des droits supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on change les textes. Ce n'est pas par, je dirais, une vision totalement égalitaire. C'est parce qu'en fait, ça dérange. Et je vais reprendre cette question par rapport aussi à l'accouchement discret. Donc on parle de GPA, on parle de désanonymiser, les dons de gamètes, et pas de problème, aujourd'hui on peut mettre ça sur la table. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on demande que les femmes qui font des dénis de grossesse, qui ont été violées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que leur famille les mettrait à la porte, puissent accoucher discrètement. On n'a pas dit anonymement, on a dit discrètement, pour pas qu'elles aient d'ennui en fait. Eh bien en Belgique c'est niet. C'est niet depuis des décennies. Mais aujourd'hui, parce qu'on va faire de la GPA, tiens, mais oui, finalement l'accouchement discret ce serait pas si mal. On va leur donner ça. Pour moi c'est des miettes. Voilà. En tant qu'ancienne présidente du Conseil des femmes, je vous dis, c'est des miettes. Et donc moi je trouve que c'est vraiment important de pouvoir sortir d'ici avec des éclairages comme ceux-là, parce que le dossier de l'accouchement discret n'avance pas. On peut se poser la question, moi j'ai ma petite idée, mais bon.
Encore autre chose par rapport à la dernière table ronde. Alors j'ai entendu la question de la sororité, hein, donc que des femmes peuvent porter pour d'autres femmes par sororité. Ben oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est le cas puisqu'on fait des grossesses pour autrui en Belgique. Mais la sororité, l'altruisme, si c'était si répandu dans l'humanité, je pense qu'on le saurait. Et en plus, ce n'est réservé qu'aux femmes. Hein, c'est les femmes qui sont altruistes. Hein. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que et vous faites bien de souligner que les études sur la GPA ne sont pas encore assez précises, mais que les motivations des femmes qui mettent à disposition quand même leur corps avec des risques physiques qui sont importants, hein, je veux dire, une grossesse, c'est pas la même chose qu'un autre acte dans la vie, c'est quand même très très important. C'est 9 mois, c'est physiologique, c'est psychologique, c'est le métabolisme, et puis c'est le postpartum. Eh bien, en fait, une étude a démontré qu'il y avait un pourcentage important de femmes qui font ça, qui le font en fait parce qu'elles ont une dette envers la société. Il y a quelque chose en elles qui fait que, eh bien, elles ont envie de donner quelque chose pour ne plus être en dette. Et donc, c'est quand même à réfléchir aussi, ça. C'est pas seulement, ah oui, on est altruiste, on va faire des bébés pour les autres. Je crois qu'il y a tout un champ à réfléchir, et la loi qui est sur la table aujourd'hui, je trouve, pose vraiment des questions, en tout cas, à la féministe que je suis et au conseil que je représente. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'accord qu'une femme porte un enfant pour une autre femme. Sa sœur, une amie, qui que vous voulez. Mais nous ne sommes pas d'accord que l'assignation à maternité de laquelle nous ne sortons pas soit renforcée par des demandes de grossesse pour des personnes qui ont une anatomie masculine qui n'a pas cet exorbitant privilège d'enfanter dont je parlais ce matin. Et pour vous démontrer que même dans ces textes qui se veulent égalitaires, et je ne jette pas la pierre, je ne dis pas qu'il y a un complot contre les femmes, je pense que c'est plus profond que ça. C'est une espèce de misogynie qui ne dit pas son nom. Dans le texte que vous avez signalé en 2010, déposé en 2019, qui devrait être rediscuté maintenant, écoutez ceci. L'article 7, et je vais vous demander un effort d'interprétation. Tous les couples mariés ou cohabitants, quel que soit le sexe des partenaires, peuvent être parents demandeurs d'une grossesse. La condition de produire une attestation confirmant l'impossibilité pour la mère demandeuse de mener une grossesse à terme ne sera donc pas d'application dans tous les cas. En fait, il faut lire ça dans l'autre sens. On nous vend du vent. De quoi s'agit-il ? En fait, quand vous lisez l'article qui vient détailler ça, la condition pour les parents demandeurs, paragraphe 7, sauf s'il s'agit d'un couple homosexuel masculin, il faut disposer d'une attestation motivée, datée et signée dans laquelle le gynécologue certifie qu'il y a pour la femme demandeuse une impossibilité physiologique ou une contre-indication absolue de grossesse. C'est inégalitaire, parce qu'en fait, tous les hommes sans utérus, ils peuvent demander, puisque eux, ils ne doivent pas avoir l'attestation, ils n'ont pas d'utérus. Mais nous, les femmes, on est combien à pouvoir accéder à ça ? 0,01%. Hein. Donc, à réfléchir aussi. Donc, je jette un peu des pavés dans la mare, mais c'est mon boulot. Alors, le cœur sur la main, là, j'aimais bien aussi. L'idée du cœur sur la main, je trouve que c'est plutôt le ventre à disposition, mais bon. Alors, je vais passer aux recommandations. C'est comme ça que je fais. Ah, voilà. Donc, merci encore pour le travail effectué. Recommandation, table 1. Donc, grossesse non désirée. Hein. Donc, je vous rappelle qu'il y aura des actes et que tout ceci peut nous servir comme plaidoyer et que donc c'est à améliorer, à amender. N'hésitez pas, renvoyez-nous des indications, des informations, des précisions. Donc, recommandation pour les grossesses non désirées, garantir un cadre suffisant aux praticiennes,
valorisation du statut des praticiens, ouverture de la pratique aux sages-femmes, aux infirmiers, sensibilisation d'ensemble du corps médical et pérennisation des formations des praticiens. Valoriser le temps de l'information, du consentement, valoriser financièrement, on veut dire. Assouplir les conditions d'accès à l'interruption de grossesse et normaliser l'acte dans le cadre d'une politique de santé publique. Valoriser la pluridisciplinarité dans la prise en charge, informer le grand public sur la pratique de l'IVG, site internet, campagne, garantir l'accès à une information fiable et complète avec une explication, rendre transparents les pratiques et les choix médicaux, dépasser le cadre strictement médical de la grossesse, donc ça veut dire bien sûr qu'il faut un équilibre entre les désirs des personnes et le cadre médical, mais il faut aller au-delà du cadre médical et c'est bien la question d'un accompagnement multidisciplinaire sans guerre de territoire avec ce réservoir non utilisé de sages-femmes qui peuvent vraiment venir solutionner les problèmes de manque de praticiens. Élargir la réflexion sur le consentement des femmes dans les parcours de soins, prendre en compte les vulnérabilités dans la prise en charge. Et là, je rappelle le débat qu'on a eu ce matin, qui est à poursuivre aussi sur Born in Belgium. Là, je pense que ça va aussi donner des moments d'échange assez vifs, on l'a compris. Reconsidérer la notion de temps dans le parcours de la grossesse et dans la politique de financement. Oups, Lio. Renforcer l'autonomie de décision des femmes en préservant le juste équilibre, ça je viens d'en parler. Et puis, pour l'IVG, alors ici, c'est évidemment notre demande, c'est une dépénalisation totale, donc c'est un droit à l'IVG ou à la santé reproductive et sexuelle, nous verrons. Supprimer la clause de conscience spécifique dans la loi IVG, vu qu'elle existe déjà pour tous les praticiens aussi. Tous les praticiens peuvent refuser de poser un acte, mais pour les avorteurs, on leur dit, il faut encore le dire une fois. Voilà. Reconnaître le droit à l'avortement dans un texte juridique supralégal, incriminer pénalement l'entrave à l'avortement sous toutes ses formes. Vous savez qu'en France, ils ont pénalisé les fausses informations sur l'avortement. En Belgique, non, on a le droit de pouvoir dire des bêtises sur Internet et de mettre les femmes dans des parcours où elles vont se perdre, mais c'est pas grave. Alors, mener une réflexion sur le cadre légal et la pratique de la GPA, on vient d'en parler, et puis la question du système de filiation, système légal de filiation cohérent à établir, en adéquation avec les besoins des femmes et des familles. Je vous souhaite bonne chance. Je voudrais terminer en remerciant le Sénat de nous avoir accueillis dans ce lieu prestigieux. Remercier aussi le Conseil des femmes, Laetitia, Mirella, qui ont travaillé d'arrache-pied pour ce colloque, ainsi que l'équipe du CAL, évidemment, Lionel, Justine, qui a fait le boulot du début à la fin et qui a en plus pris la parole 2 fois aujourd'hui. Merci beaucoup, Justine. Et nous avons aussi Vinciane, Catherine, Anaïs et Lucie qui n'est pas là, mais et Gilles. Oui, qui est là, Gilles. Merci Gilles beaucoup.